Bonjour, bonsoir, bienvenue à tous dans C'est quoi ton film, le podcast Télé Sorbonne dans lequel les étudiants et étudiantes se battent autour de films qu'elles aiment autour d'un thème commun. Aujourd'hui, un logo que les cinéphiles ont appris à attendre, aimer, chérir ou détester. Un logo qui, en France particulièrement, est souvent attendu. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on parlera du studio A24, créé en 2012 par Daniel Katz, David Finkel et John Hodge à New York. D'abord distributeur, avec dans la tête de Charles Swan 3 de Roman Coppola, et ont débuté en grande pompe la production en 2016 avec l'Oscar du meilleur film Moonlight, réalisé par Barry Jenkins. Aujourd'hui on parle d'A24, et pour parler de ce studio qui a su faire sa place dans le monde de la cinéphilie et du cinéma américain, je suis accompagné de Marion. Salut Marion. Hello. Du coup Marion, c'est quoi ton film ? Mon film c'est The Iron Claw de Shane Durkin. Et on est accompagné pour son premier podcast ici à Télé Sorbonne. Salut Sora. Salut. C'est quoi ton film ? Alors moi mon film c'est Waves de Trey Edward Schultz. Et mon film que j'ai choisi c'est Swiss Army Man de Daniel Kwan et Daniel Schneider. Tout de suite, on va commencer avec le film de Sora et on va tout de suite parler de Waves, réalisé par Trey Edward Schultz et sorti en 2019. Love is patient. Love is kind. Love is not rude. It doesn't boast. Love also forgets wrong. I will always love you. How I do. It's been hard, hasn't it? Let go of a prayer for you. How you doing with everything? I'm good. Just a sweet word. You know it's okay if you're not. The table is prepared for you. Waves, réalisé par Trey Edward Schultz en 2019, raconte le parcours des membres d'une famille afro-américaine menée par un patriarche protecteur, mais très exigeant. Sur les eaux troubles du malheur et du deuil, un chemin douloureux qui finira par les rassembler sur les rives de l'amour et du pardon, si tant est qu'ils parviennent à accepter de lâcher prise. Ce résumé n'est pas le mien, il est bien sûr celui d'Allociné, puisque j'ai très bien préparé ce podcast, mais c'est le film de Sora. Alors Sora, pourquoi ce film ? Je pense que c'est un des films qui m'a le plus marqué dans les années récentes. Et c'est pas le seul, mais l'un de mes films préférés produits par A24. J'hésitais avec Moonlight également. Mais j'ai décidé de parler de Waves parce que, en fait, très malheureusement, il n'a pas été distribué en France. Il est donc assez méconnu et j'aimerais mettre un peu de lumière dessus. Pourquoi est-ce que Waves n'a pas été distribué en France ? C'est parce que A24 pratique une politique de distribution un peu dégueulasse avec le territoire français, parce que comme on est réputé comme un territoire de cinéphiles, A24 fait payer très cher. Un distributeur doit payer les droits de distribution pour son territoire, et très régulièrement, A24 demande au territoire français des sommes colossales pour distribuer les films produits ou uniquement distribués par A24. C'est pour ça par exemple que The Green Knight de David Lowery était sorti en Belgique, était sorti en Suisse, était sorti en Allemagne, bref, dans tous les pays européens autour de la France, mais pas en France en salle, parce qu'ils demandaient beaucoup trop d'argent en fait aux distributeurs. Bref, le petit attention, c'est des distributeurs et A24 demandent beaucoup trop de thunes au cinéma français, est maintenant terminé, et on repasse la parole à Sora pour nous parler de Waves. J'ai choisi Waves parce que, comme j'ai dit, je le trouve assez méconnu en France à cause du fait qu'il n'ait pas été distribué, mais aussi j'aime le film en lui-même. C'est un des films qui m'a le plus touchée. Je suis pas toujours une pleureuse devant les films, il en faut quand même pas mal pour me faire pleurer, mais j'ai vraiment pleuré comme un bébé devant ce film et je pense qu'il touche beaucoup de gens. Et en fait, quelque chose que j'aime particulièrement à propos de ce film, c'est que justement il peut toucher beaucoup de monde parce qu'une chose que j'ai remarqué, quand un film centre une famille ou des personnages principaux afro-américains, ça a tendance à tomber dans deux schémas. Soit c'est quelque chose de plutôt destiné à un public afro-américain et du coup, les autres publics ne vont pas forcément s'intéresser à ce film. Soit il y a un point de vue un peu plus presque voyeuriste et c'est plutôt destiné pour un public blanc ou non afro-américain. Et ça tombe dans des clichés ou dans des représentations pas top, dans lesquelles justement les personnes afro-américaines ne se reconnaissent pas. Et là en fait ce que je trouve très intéressant, c'est que Trey Edward Schultz, qui est un réalisateur blanc, a travaillé en tandem
pour l'écriture de son scénario avec son acteur principal, Kelvin Harrison Jr., qui est un acteur afro-américain. Et en fait, ils ont un peu mis en commun leur expérience de vie. Et donc, c'est basé en très grande partie sur la vie du réalisateur et sa relation avec son père. Mais ça a été, on va dire, agrémenté des ajouts et des commentaires et du vécu de Kelvin Harrison Jr. Donc voilà, à la base, le film avait été écrit sans avoir pour vocation de mettre au centre l'expérience afro-américaine, mais ça s'est fait... le scénario s'est un peu transformé au cours de l'écriture grâce à cette collaboration. Voilà, je trouve ça vraiment bien parce que ça permet d'attirer un peu différents publics, mais tout en centrant quand même... surtout une représentation de la famille afro-américaine qu'on voit peu. C'est une famille afro-américaine de classe moyenne, voire haute, plutôt élevée. Ils sont très à l'aise financièrement. On ne tombe pas dans les clichés sur les gangs, les ghettos, la drogue. Ça touche quand même à des problématiques. Par exemple, la pression qu'ont les personnes afro-américaines pour maintenir une bonne image, pour avoir du succès. En anglais, il y a on va dire ce concept de la black excellence où on se dit que on doit un peu maintenir une certaine image de la personne noire qui a réussi, qu'on doit redoubler d'efforts, faire le double, voire le triple d'efforts par rapport aux autres. Et on le voit bien dans ce film avec le père qui pousse à bout en fait son fils pour qu'il réussisse dans son domaine qui est la lutte. Et en fait, il le pousse dans ses retranchements parce que justement, il y a un peu cette pression de maintenir la réussite. Ça parle quand même aussi de masculinité toxique et de relations toxiques. Et il y a une rupture dans le film que certaines personnes critiques n'ont pas forcément appréciée, mais moi j'aime beaucoup en fait. C'est presque 2 films en un. Il y a la première partie en fait, on change de protagoniste à mi-chemin dans le film. Le personnage principal au début, c'est Tyler, qui est donc le frère aîné de la famille, qui fait de la lutte. Et en fait, après un événement dramatique où clairement il commet un féminicide quand une dispute avec sa petite amie dégénère, et il la pousse et elle meurt sur le coup, c'est très violent. À partir de ce moment-là, il est incarcéré et donc il n'est plus au centre de l'histoire. Ça bascule vers sa petite sœur, Emily. Et il y a un changement de rythme, un changement d'ambiance, un changement de ratio aussi. Ce film joue pas mal avec les ratios pour refléter l'enfermement, l'impression d'être confiné, d'être limité, et puis au contraire des moments de liberté avec des ratios beaucoup plus larges et ouverts. Dans ce sens-là, ça me fait aussi un peu penser à Mommy de Xavier Dolan, où on joue avec les ratios pour refléter les changements les états d'âme des personnages et l'ambiance de l'histoire. Mais donc voilà, il y a cette rupture et en fait on va dire que la première partie est très intense, violente, un peu dure et ça se focalise surtout sur la pression, la toxicité et en fait la deuxième partie c'est plus un moment de guérison, de remise en question, où cet événement dramatique qui vient un peu bousculer l'équilibre familial. Et donc ce film interroge beaucoup la question des schémas familiaux toxiques et de comment les briser, avec un moment clé en fait où le père laisse enfin transparaître ses émotions, s'autorise à pleurer, reconnaît que son mode d'éducation est beaucoup trop dur et qu'en fait il faut briser ce schéma. Et dans ce sens-là, ça me rappelle un peu Iron Claw qui parle ou qui a aussi cette figure du patriarche très dur qui met beaucoup de pression à ses enfants pour qu'ils réussissent. Honnêtement, sur les grandes lignes, je suis vraiment complètement d'accord avec toi, Sora, parce que effectivement moi aussi ça m'a beaucoup fait penser à Iron Claw du coup. Cette vision de la famille très toxique, le père qui met beaucoup de pression à son aîné, et justement voilà par le biais du sport. Et pareil, je suis complètement d'accord, je te rejoins là-dessus, où vraiment le film est clairement divisé en 2 parties, c'est complètement 2 films différents. Et j'avoue que la première partie, du coup, j'ai pas du tout aimé.
J'ai failli penser à arrêter à un moment parce que vraiment c'était un peu insoutenable. Genre, ça m'a pas convaincue et je sais que c'est fait exprès. C'est fait justement pour nous mettre très mal à l'aise. Et en fait, le personnage principal, c'est super compliqué de s'y attacher, je trouve, parce que même si tu vois toute la pression qu'il subit par son père, il commet des actes tellement atroces à côté. Tu comprends qu'il est mal dans sa peau et tout, mais tu te dis waouh, son ex-petite amie, elle y est pour rien dans cette histoire et c'est absolument affreux ce qui se passe. Et du coup, vraiment, j'ai subi un peu le truc. Et je me disais, mais je comprenais pas où est-ce que le film voulait nous emmener, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'il voulait essayer de nous faire apprécier un personnage aussi peu empathique. Et puis là, je me suis mangé une claque avec la deuxième partie. Je trouve que la jeune fille qui joue Emily joue vraiment très très bien. J'ai trouvé qu'elle avait vraiment une justesse de jeu assez exceptionnelle. Et que voilà, cette partie sur la guérison, elle était vraiment juste. Si vous avez vécu des événements familiaux assez durs qui brisent un peu, entre guillemets, une famille qui essaye de se reconstruire par la suite, c'est hyper compliqué. Et effectivement, comme tu l'as dit, je trouve que les changements de ratio, ils sont vraiment beaux, ils sont vraiment justifiés, parce que c'est pas toujours le cas, je trouve, dans certains films. Mais là, ça donne vraiment une bouffée d'air au film. Il y a vraiment des moments où tu sens qu'elle se sent mieux, qu'elle commence à guérir, qu'elle commence à voir que voilà, il y a des possibilités d'espoir après ce drame, quoi. Et j'ai trouvé ça super touchant. Effectivement, la scène avec le père qui fond en larmes, qui se rend compte qu'il a peut-être pas géré la situation de la meilleure manière, mais qu'il dit que malgré tout, son fils, c'est pas un monstre, il essaye de le comprendre et tout. J'ai trouvé ça très beau aussi, parce que voilà, c'est hyper compliqué, parce que même si ton enfant, même si quelqu'un, même un proche, si quelqu'un de ta famille commet des actes très difficilement pardonnables, c'est horrible, parce que ça reste quelqu'un dont tu es très proche et c'est pas simple de juste nexter complètement la personne et de la voir comme un monstre. Et je trouve que c'est assez bien montré. Et aussi le fait, l'ambiance musicale était vraiment incroyable, j'ai trouvé. J'ai beaucoup aimé les musiques. Et oui, j'avais noté que le fait que Emily, elle se retrouve dans une relation qui lui permet de guérir, mais par contre qu'elle se revoit complètement dans la relation que son petit copain a avec son père. Et qu'il y a des moments où elle s'isole juste pour pleurer parce qu'elle revoit sa relation avec son frère. Oh, c'était pour m'achever. C'était incroyable. Alors, si Marion me regarde comme ça, c'est parce que je vais être le pisse-froid du groupe. Comment dire ? Ouais, c'est compliqué. Je vais déjà commencer par d'où je parle. Je sens bien que le film n'est pas fait pour moi. Notamment parce que, du coup, Trey Edward Shults commence sa carrière en tant premier assistant caméra sur des films de Terrence Malick. Mais notamment Voyage of Time. Voyage of Time était un documentaire narré par Cate Blanchett sur comment a été créé l'univers. Bref, ça a été pendant 2 ans le meilleur somnifère que j'avais trouvé parce que je regarde 5 minutes de ce film et je m'endors. Alors oui, l'image est très belle, mais qu'est-ce que je m'emmerde. Et que dit Trey Edward Shults en interview ? J'ai été vraiment transcendé par mon expérience avec Terrence Malick. Ça m'a donné envie de faire du cinéma et je m'inspire beaucoup de lui dans la façon dont je fais du cinéma. Donc en clair, c'est pas du cinéma pour moi. Et je le sais et je le sens. Déjà, moi j'ai envie de dire un truc, c'est qu'en termes d'image, moi je trouve qu'il est complètement piégé par son esthétique pop. Le chef-op, il a travaillé aussi sur la série Euphoria, qui partage aussi du coup l'actrice de Maddie avec la série. Et du coup, il y a des ponts qui se créent de manière un peu évidente dans quiconque a vu la série, qui est aussi d'ailleurs produite par A24. Sauf que là, en fait, on sent aussi l'esthétique un peu sérielle, parce que, en fait, les 2 parties que tu cites, et là, ça vient pas de moi, c'est parce que j'ai relu l'article des Cahiers du cinéma qui était sorti au moment de la sortie du film, qui disait clairement, c'est une série ramassée de 3 épisodes, mais en un film de 2h20. Avoir une première partie d'1h40, où on voit un personnage uniquement tomber dans la violence, et de plus en plus être violent, sans jamais non plus réfléchir cette violence, moi ça me met complètement en dehors parce que je n'arrive pas à comprendre où est-ce qu'il veut m'emmener, et sauf que quand tu perds mon attention pendant 1h40 sur un film de 2h20, c'est compliqué de la regagner, et du coup je trouve que le film perd en pertinence politique tout simplement parce que il ne sait pas quoi raconter à part un personnage qui est en train de tomber de plus en plus dans un cercle de violence. Le film est construit sur un cercle parfait où le premier plan rejoint le dernier plan, et où les ratios qui sont de 1,78, 1,85, 2,35, puis 1,33, donc en gros l'écran est de plus en plus large, mais en même temps de moins en moins haut, et ensuite on a un 1,1 parfait au moment où l'horreur prédomine chez les personnages. Donc c'est-à-dire l'horreur pour la sœur, c'est voir son frère partir et être en prison,
Et pour le frère, c'est le moment où il commet un féminicide. Et il se rend compte du féminicide qu'il vient de commettre. En même temps, il construit du coup tout ce paradoxe de violence extrême et de douceur incroyable dans sa deuxième partie. Bien sûr, il y a des séquences qui chopent, mais le film dans son ensemble, moi, je sais pas ce que je vais en retenir à la fin. Et j'ai l'impression d'un film qui se vend beaucoup trop vite, parce que le premier plan vend une plongée dans le sombre, puis donc de ce personnage qui est en train de respirer en fait comme une vague, la vague du titre, c'est-à-dire quelque chose qui prend et qui repart ensuite de façon un peu plus douce après la frappe qui, elle, est violente. Donc c'est un personnage qui est sur son vélo, on comprend à la fin du film que c'est le personnage de la sœur qui va dans le sombre pour aller ensuite vers la lumière. Le film passe quasiment une bonne partie à essayer de nous avoir avec du coup nos attentes, parce que le film au départ fait du noir puis du blanc, passe dans l'ombre puis la lumière, et donc en fait on s'attend, moi je m'attendais à un film qui allait ouvrir progressivement la lumière, quand pourtant en fait toute la première partie qui est quand même assez longue, c'est vraiment un fall, sauf que c'est un genre qui est hyper marqué dans le cinéma américain. C'est un genre qui s'appelle... il y a un genre qui s'appelle le rise and fall, c'est Scarface, tous ces films où un personnage va monter au plus haut qu'il le puisse pour ensuite redescendre, et là le film prend un malin plaisir, je dirais, à faire l'inverse, c'est-à-dire à nous montrer un personnage qui ne fait que descendre et qui n'est que sur une pente descendante, pour ensuite avoir cette partie qui remonte. Et donc la façon dont le film travaille ce paradoxe, la façon dont le film montre ces personnages qui sont littéralement écrasés par un cadre, écrasés par la vie, et qui ne peut aller que dans la violence, en fait je pense qu'aussi, juste fondamentalement en désaccord avec Trey Edward Shults là-dessus. Je pense qu'il y a toujours une voie de rédemption. Et le film n'accepte pas la rédemption de son personnage. Et je pense que du coup, en fait, juste... Je vais pas refaire le film, mais en fait, du coup, je suis un peu... moi, je reste très en dehors parce que je ne suis pas en accord avec la vision du monde qui m'est proposée par le film, quand pourtant, il y a un truc dans la colorimétrie qui est intéressant, c'est que le film commence avec des couleurs très chaudes pour terminer sur des couleurs très froides. Et c'est intéressant, cette idée de peu à peu retirer tout le piquant de la photo pour finalement rester sur quelque chose d'un peu plus pastel, un peu plus doux. Il y a ce moment sur la musique de Trent Reznor et Atticus Ross qui est comme d'habitude génial, c'est les compositeurs qui ont fait Challengers. Là il y a un plan circulaire dans une voiture qui ensuite balance entre des cours, entre du piano, entre la lutte, Incroyable ce plan. C'est complètement fantasmagorique et c'est complètement fou, et on comprend en fait que c'est un personnage qui est complètement aliéné par son environnement et qui au bout d'un moment va forcément péter parce qu'à un moment la caméra va se poser, sauf que la caméra est posée en shaky cam et que cette shaky cam ne partira jamais, et après ça, la mise en scène ne revient jamais à ce niveau-là. Et c'est tellement dommage parce que ces 10 premières minutes, et après il déclenche son élément déclencheur qui est le fait que en fait le personnage a un problème d'épaule, et s'il force trop il va se la casser, et il va continuer de forcer, et on ne comprend pas pourquoi il continue de forcer, à part sur la pression du père. Mais à quel moment est-ce que ses parents ne sont pas au courant? À quel moment son entraîneur n'est pas au courant? Alors que ils le savent qu'il a mal à l'épaule, qui d'humainement possible. Et moi en fait je n'arrive pas à comprendre ces personnages, parce qu'on ne me montre pas non plus une seule scène où le père fait mais c'est que dalle ton problème d'épaule. Il dit juste, je m'en occupe une fois, mais c'est avant qu'il soit allé chez le médecin. Le moment où j'ai failli arrêter le film, c'est pile au milieu du film, avant la bascule à la deuxième partie, où j'ai vraiment mis que c'était le pied de nez ultime de nous changer de personnage d'un coup, parce que on commence à s'attacher au personnage, on se dit, ah là, il peut se passer un truc intéressant, parce qu'il a fait vraiment une connerie, et que la violence est ultime. Est-ce que tu vas réfléchir à cette violence? Non, on va parler de pardon maintenant. Donc. Et surtout, il reprend un plan, c'est complètement le plan de Nope, de Jordan Peele. Sauf que c'est un plan qui est uniquement là pour faire de la citation et qui dépolitise complètement le contenu. Et j'ai l'impression que c'est complètement Waves. Mais le film est tellement paradoxal, va tellement dans tous les excès. Forcément, il va laisser des gens de côté, et je pense que je faisais pas partie. Bref, je te repasse la parole, Sora, parce que j'ai peut-être été un peu violent, je suis désolée. Qu'est-ce qu'il faut retenir pour toi de ce film? Alors ça, faut que j'organise mes pensées, du coup. Genre, moi, je l'ai pas ressenti comme ça, mais je comprends totalement comment... Du coup, c'est trop dur, t'es là en mode... Alors, moi, j'ai aimé le film, mais je comprends que t'es détesté, genre... C'est ça. De toute façon, genre... en plus, je l'avais mis dans mes notes, genre... ce truc-là, avec les deux histoires, c'est soit ça passe ou ça casse, parce que c'est... Vu que c'est deux parties très différentes, c'est très probable qu'il y en ait une qui plaise à des gens et l'autre non, et vice-versa, quoi. Genre, j'ai l'impression...
faut trouver son public qui arrivera à accrocher aux deux parties. Moi, c'était mon cas. Toi, t'as accroché qu'à la deuxième. Toi, aucune. J'accroche vraiment à l'instant. Moi, du coup, ce qui m'a particulièrement marqué dans ce film et ce que je garde avec moi, c'est vraiment en fait la difficulté, mais aussi l'importance de briser les traumas intergénérationnels et les schémas familiaux toxiques. Parce que pour moi, en fait, le moment où le film prend tout son sens et que je comprends vraiment où il veut en venir, parce que donc je saisis totalement le fait que des gens ne voient pas où il veut nous mener. Moi, j'ai vraiment l'impression que c'est cette conversation qui nous montre tout le propos du film. En fait, moi, ce que je te dirais, c'est 5 minutes où, encore une fois, le film en fait des caisses parce qu'ils sont à la pêche, quoi. C'est vraiment, vous savez, c'est l'activité paisible par excellence, où d'un coup, il va se mettre à pleurer et où du coup, moi, je suis devant, je fais, c'est bien, ils savent pleurer sur commande parce qu'il n'y a pas de cut. Mais la question de la rancune, je trouve qu'elle est bien explorée. Et que ça montre que chacun vit la question du pardon différemment. Parce que le père, lui, il culpabilise de fou. Et la petite sœur, elle en veut énormément à son grand frère. Donc vraiment, t'as 2 manières de gérer le trauma très différentes. Pour un peu conclure le débat autour de Waves, quand moi je parle vraiment d'une esthétique pop, le film s'amuse, s'éclate à nous proposer une incroyable playlist Spotify. On commence par le pisse froid, comme ça on finira sur une bonne note. Moi je trouve que du coup en plus le film a vraiment un syndrome de... Et c'est en ça aussi que moi je trouve que la scène d'ouverture est géniante, c'est que je suis un grand passionné des BO de Trent Reznor et Atticus Ross. Donc quand tu mets Trent Reznor et Atticus Ross au second plan pour faire un film de ta playlist Spotify, il y a plein de moments où la musique est utilisée comme, encore une fois, un décorum qui est juste là parce que ça fait stylé, ça rentre dans l'esthétique un peu pop, un peu sympa, mais du coup complètement dépolitisé. Enfin, moi c'est comme ça que du coup je vois le film, quoi, qui n'apporte vraiment rien au récit. À part peut-être la chanson d'Amy Winehouse, quand du coup Emily et la petite amie du personnage principal de la première partie remettent du rouge à lèvres, où là je me dis, ok, là tu me racontes un truc avec la musique, mais parce qu'elle est intradiégétique, c'est-à-dire qu'elle est dans le film. Dès que la musique est extradiégétique, moi ça me perd complètement parce que j'ai plus une impression que c'est un peu une atmosphère clipesque qui raconte plus grand-chose d'un coup. Alors, je veux réagir à ce que tu as dit sur la musique, mais avant ça, j'ai juste une question. Quand tu dis que l'utilisation de la musique est dépolitisée, qu'est-ce que tu entends par là, du coup ? En fait, c'est vraiment ce côté de, d'un coup, le récit s'arrête pour laisser place à la musique et lui donner une pleine puissance en faisant de la mise en scène du clip. C'est-à-dire que c'est des plans très esthétisés qui racontent pas grand-chose, à part que ça fait stylé sur la musique et c'est monté en rythme. Et du coup, moi, je trouve qu'à plein de moments, il y a des chansons qui pourraient faire avancer le récit, un peu à la manière d'une comédie musicale, parce que le film, et ça, je ne l'ai pas dit, mais je le trouve très opératique, avec quelque chose de très fastueux. En fait, c'est déjà ce qu'on voit dans cette mise en scène dès le début, qui est vraiment virtuose et qui est vraiment incroyable et impressionnante. Et tout le film, ensuite, est un peu comme un opéra. Et à ce moment-là, moi je trouve que c'est dépolitisé parce qu'elle ne fait plus avancer le récit, ça fait vraiment des pauses, des arrêts sur image qui sont très beaux, très jolis, mais qui, encore une fois, moi je trouve qu'ils ne racontent rien. Mais c'est pour ça que moi, ça m'intéresse d'avoir votre point de vue là-dessus. Moi, sur la musique, au contraire, j'ai beaucoup aimé son utilisation. Déjà, je trouve que... Donc je parle pas de la BO, là je parle vraiment des chansons qui... Je sais pas s'il y a un terme pour ça. Je trouve que, de manière générale, après moi j'ai vu le film il y a 6 mois, donc je me souviens pas de toutes les utilisations de chansons, mais justement, ce qui est bien, c'est que comme je l'ai pas revu depuis l'été dernier, il y a des utilisations de musique dont je me souviens encore actuellement, et parce que justement, je pense qu'elles étaient marquantes. Dans la musique qu'écoute le personnage de Tyler, en même temps que lui, en fait, elle monte aussi dans la violence. Et on passe de sons un peu... on a du Tame Impala, on a des choses assez joyeuses, lumineuses. Et en fait, on tombe dans des choses vachement sombres. Et jusqu'au moment où, en fait, il est en train de... je crois qu'il a une discussion très... qui monte vraiment en tension par message avec sa petite amie Alexis. Et en fait, il se prépare pour aller la rejoindre à la soirée où elle se trouve, et c'est là qu'il commettra le féminicide. Et à ce moment-là, en fait, il y a
la chanson I Am a God de Kanye West, qui est très lourde, très violente, très intense. Et puis même les paroles I Am a God, c'est comme s'il s'imprègne de la musique qu'il écoute et des paroles. D'un coup, il se sent tout puissant. Il veut rentrer dans la violence. Pour la musique intradiégétique, quand il est dans sa chambre ou quand il est chez lui ou quand ils sont entre amis et qu'ils écoutent de la musique, moi, j'ai trouvé ça plutôt justement représentatif. Les goûts musicaux de Edward Schultz sont très similaires aux miens. Et en fait, j'avais un peu l'impression d'entendre la playlist que moi, j'écoutais dans des moments charnières de ma vie aussi, quand j'étais en voiture avec mes amis, quand on a eu des conversations très importantes, quand il y a eu des disputes. Et en fait, ce sont des chansons qui te marquent, qui ajoutent une certaine ambiance aux événements qui sont en train de se dérouler. Et pour moi, l'utilisation, je l'ai trouvée quand même plutôt justifiée. Alors, j'irai pas jusqu'à dire que ça fait que les chansons font avancer le récit, mais pour moi, elles fonctionnent en tandem avec le récit, en fait. Et d'ailleurs, elles en font partie directement, c'est-à-dire que Trey Edward Schultz a inclus les chansons qu'il écoutait dans le scénario, enfin les chansons qu'il écoutait pendant qu'il rédigeait une certaine partie du script. Et d'ailleurs, il a envoyé le script sous forme de site, sous un format digital un peu interactif, où quand les acteurs lisaient le script, en fait, quand il défilait, il y avait des changements de couleurs, des musiques qui se lançaient pour vraiment créer cette ambiance et ces émotions qu'on retrouve dans la musique et dans le film, le dialogue, les séquences à la fois. Donc voilà. Après, pour ce qui est de la musique extradiégétique, je ne me souviens pas trop, mais pour celle qui était intra, et pour I Am a God, qui est d'abord intra puisqu'il écoute dans la chambre, et ensuite extra puisque elle est par-dessus la séquence qui se déroule, je les ai trouvées quand même plutôt justifiées. Je suis plutôt de cet avis aussi, j'ai beaucoup aimé les musiques. Après, j'ai pas un avis aussi développé autour de ça, j'ai juste un peu vibé, j'avoue. Moi, ce qui m'a plus marqué en termes de son et tout, c'est le sound design en lui-même, c'est-à-dire que les scènes d'extrême violence, donc quand le personnage de Tyler se blesse et quand il commet le féminicide, ces deux scènes-là, elles m'ont fait avoir des frissons, parce que entendre les corps qui se brisent comme ça, je sais pas si ça vous a marqué aussi, mais ça m'a rarement marqué à ce point-là dans des films. Le sound design est vraiment très bon. Ouais, il était très bon. Quand Tyler se blesse, je me souviens d'avoir j'étais très à l'aise, mais j'ai eu un crispement dans mon corps, et c'est rare que ça me fasse ça. Je suis pas du tout sensible aux scènes de violence. J'adore le body horror, donc vraiment je suis pas du tout touchy sur ça, mais en fait là je pense vraiment que c'est le sound design en plus de l'image qui m'a fait j'ai eu l'impression de me blesser avec lui, quoi. C'est fou. Ouais, vraiment pareil. Et du coup, ça, dans ce sens-là, c'est vrai qu'on parlait de Challengers tout à l'heure, du coup, ça m'a fait penser à la scène avec Zendaya qui se blesse aussi, et tu te rends compte que c'est un thème assez récurrent, voilà, les sportifs qui se blessent et qui perdent leurs rêves ambitieux, et du coup, t'as de l'empathie pour eux, mais j'avoue, avec lui, j'ai eu plus de mal, du coup. Est-ce que tu aurais un mot de la fin sur Waves pour inviter les gens à le regarder ? J'ai pas de phrase pour vous convaincre que vous allez aimer ce film, mais justement, comme vous pouvez l'entendre dans ce podcast, et d'ailleurs on voit la même chose quand on lit des avis, des critiques, c'est un film très divisif. C'est souvent soit on est très touché par ce film, soit il nous laisse de marbre et on n'accroche pas du tout. Et je trouve que pour cette raison-là, ça vaut le détour pour vous faire votre propre avis, et parce que soit vous en ressortirez en sachant que vous n'aimez pas du tout ce type de film, soit vous aurez un coup de cœur sur un film qui est un peu passé sous votre radar, donc allez-y, foncez et faites-vous votre propre avis. Vous l'aurez compris, si vous avez envie de regarder une jolie vague de violence pour finalement aller vers la rédemption, il faut regarder Waves de Trey Edward Schultz, sorti en 2019 et distribué par A24. Waves est quand même disponible en France sur les plateformes de VOD, c'est-à-dire les vidéos à la demande, et en DVD Blu-ray. Donc si vous pouvez vous procurer une copie, n'hésitez pas, et découvrez ce film pour vous faire votre propre avis. Maintenant, on va tout de suite continuer, on va parler d'Iron Claw de Sean Durkin, sorti en 2023 aux États-Unis et en janvier 2024 en France. Ever since I was a child, people said my family was cursed.
Mom tried to protect us with God. Pop tried to protect us with wrestling. He said if we were the toughest, the strongest, nothing could ever hurt us. I believed him. We all did. The Iron Claw, réalisé par Sean Durkin et sorti en 2023 aux États-Unis, raconte l'histoire des frères Von Erich, célèbres catcheurs des années 80. Entre problèmes familiaux et un père un peu trop présent, nous raconte une véritable tragédie humaine dans les États-Unis des années 80. C'est le film de Marion. Alors Marion, pourquoi ce film ? Ah là là, tellement de raisons. J'aime énormément de films de A24, mais quand on a parlé de faire ce podcast, je savais direct que je voulais parler de celui-là. C'est clairement un de mes films préférés de l'année, c'est clairement un de mes films préférés tout court. Je l'ai vu avec Alexandra et Lara de TS, petite dédicace, et c'était hilarant parce que ça ne m'est jamais arrivé avant. Je pleure rarement devant des films au cinéma, genre que j'ai les larmes aux yeux, ça m'arrive souvent, mais vraiment de pleurer, d'avoir la larme qui coule, c'est très très rare. Et à la fin de ce film, on s'est regardé toutes les trois, on avait toutes la marque des larmes sur les joues. Et ça tabasse émotionnellement, hein, clairement. Ce qui a encore plus impacté ça, c'est que vraiment, personnellement, j'y allais sans trop d'attente. En fait, j'étais vraiment hyper curieuse parce que du coup, comme tout le monde, j'avais vu les photos de Zac Efron, de Jeremy Allen White, de Harris Dickinson qui étaient ultra musclés. C'était impressionnant et vraiment de voir cette transformation physique, on se demande ok, qu'est-ce que ça va raconter. Mais du coup, j'étais hyper curieuse et j'en avais pas vraiment d'attente. Mais quelle erreur. Et puis en plus, j'y allais sans savoir que c'est tiré d'une histoire vraie quand même. Enfin, tout ce qui s'est passé, c'est une famille extrêmement connue dans le domaine du catch. Et les Von Erich, voilà, leur destin tragique, ils sont aussi connus pour ça, parce que c'est une dynastie iconique du catch, mais aussi parce qu'ils ont vécu des trucs absolument atroces. Du coup, je l'ai revu là ce week-end pour prendre des petites notes et tout, sauf que mon problème, c'est que j'ai pris des notes toutes les 5 minutes, et j'ai fait planter l'appli des notes pour la petite anecdote. Voilà, j'écrivais trop vite, et le truc s'est éteint, donc bref. Mais c'est un film, je pense, qui fait beaucoup parler, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire. Outre le fait que, émotionnellement parlant, c'est très touchant, pourquoi The Iron Claw ? Pourquoi est-ce que ça s'appelle comme ça ? Alors déjà, en traduction, c'est les griffes d'acier, donc en gros, c'est le nom de la prise de catch iconique du père. Et voilà, donc c'est une prise où le mec met littéralement la main sur le visage de son adversaire et ça le terrasse complètement. Donc c'est vraiment, je trouve que ça illustre très bien le catch, même si je connais pas grand chose à ce sport-là, mais ça illustre très bien ce côté spectaculaire, ce côté mis en scène, mais qui permet au spectateur vraiment d'être à fond dedans, quoi. Mais c'est pour ça que ça a de l'intérêt en soi, parce que c'est des combats qui sont scriptés, mais on le voit dans le film, pas toujours. Parfois ça va outre de ça, tu sais pas vraiment où se trouve la limite, parce que parfois ça va... J'aime bien le catch, donc je peux un peu en parler, mais en gros, c'est pas complètement scripté, mais c'est ce que dit le personnage de Zac Efron dans le film. En fait, c'est en fonction de comment la foule va répondre aux catcheurs et aux prises qu'ils sont en train de faire. Si ils ont prévu quelque chose, mais que finalement la foule réagit beaucoup mieux au personnage qui doit perdre qu'au personnage qui doit gagner, alors ils vont... changer, et en fait ils vont comprendre, enfin c'est vraiment une compréhension de la foule, et c'est comment tu captes la foule, le catch. C'est pour ça que c'est assez hypnotisant à regarder, je trouve, surtout quand tu connais pas trop ce sport-là. Enfin, moi, du coup, ça m'a trop intéressée. Déjà, dès le début, on peut voir que voilà, la pression que le père exerce sur ses fils est absolument horrible, même si elle n'est pas aussi extrême qu'à la fin. Mais on voit que vraiment, il a un rêve qui n'a pas pu s'aboutir et il utilise ses fils pour pouvoir le réaliser, quoi. Et ça, à titre perso, je trouve que c'est vraiment un comportement assez lâche, quoi. C'est horrible en tant que parent de forcer tes enfants à réaliser ce que toi t'as pas pu faire pour ta propre ambition, pour ta propre réalisation, alors que du coup c'est même pas toi qui le fais, et tu places pas le bonheur de ton enfant en priorité. On le voit carrément avec le plus jeune de la fratrie, il est très doué en musique. Il a un groupe avec ses amis et on voit pas mal de scènes où voilà, la première fois où il joue en public, il y a ses frères qui sont là pour le soutenir, c'est trop mignon, il est trop heureux, on voit qu'il est dans son élément, et c'est horrible parce qu'il aura jamais la possibilité de se mettre à fond dans cette ambition-là, dans cette passion-là, parce que son père a décidé de son destin avant même qu'il grandisse. Dès qu'il est né, il savait déjà que voilà, ses 4 fils allaient faire ça. Le classement que fait le père de ses préférés, il leur dit
il leur dit à chacun, au début, son préféré, entre guillemets, c'est Kerry, parce que Kerry, il est inscrit pour participer aux Jeux Olympiques. Et puis ensuite, c'est Kevin, parce que Kevin, il est susceptible de remporter le Grand Prix de catch que le père veut depuis le début. Et puis ensuite, c'est David, parce que David, il va bientôt faire ses débuts dans le catch. Et puis à la fin, c'est le plus jeune, justement, qui veut faire de la musique et qui n'a pas encore fait ses débuts du tout dans le catch. Et c'est affreux, parce que quand Kerry, il revient, parce que finalement, les Jeux Olympiques, ils sont annulés aux États-Unis cette année-là en raison du contexte politique, il est hyper triste. On voit qu'il est très honteux quand il voit son père. Et c'est que quand il voit ses frères, quand il leur dit bonjour, que son visage, il s'illumine complètement. Et c'est trop mignon de voir ça. On voit le lien super fort qui les unit. Et je trouve que c'est vraiment très beau à voir dans le film, c'est que malgré toutes les épreuves qu'ils subissent, malgré la pression que le père met sur chacun et qui devrait de base, quand on y réfléchit, ça devrait les opposer en fait, ils devraient rentrer en compétition. Et à un moment, ça se passe presque partiellement, sauf que comme ils communiquent entre eux, bah, ça les sépare jamais complètement et c'est justement leur attachement mutuel qui leur permet de survivre à ça, quoi. Ah oui, esthétiquement parlant aussi, en termes de réal, j'ai trouvé qu'il y avait des propositions folles. Genre le plan où ils se droguent tous les trois là, et leurs visages ils se superposent pour montrer que justement ils subissent tous la même chose et que c'est parce qu'ils sont ensemble qu'ils arrivent à tenir le coup. J'ai trouvé ça incroyable. Au début du film, donc, il y a les 4 frères. Le premier qui décède de manière très brutale et inattendue, c'est David, qui venait pourtant de faire son entrée dans le monde du catch, qui gagne de plus en plus de prestance parce que justement il a beaucoup de charisme et du coup le père le place en favori face à Kevin qui avait perdu un combat et du coup qui l'avait déçu entre guillemets et du coup il a mis tous ses espoirs sur David. Sauf que David meurt dans une chambre au Japon tout seul. Donc sa mort elle est complètement hors champ, on l'entend aussi brutalement que Kevin l'apprend, c'est horrible. Et le père montre absolument aucune émotion et tout ce qui l'importe c'est qui va remplacer David pour rentrer en compétition et tenter de gagner le prix qu'il cherche à avoir depuis toujours. Ensuite, y a le plus jeune qui fait ses débuts parce qu'il est poussé par son père. Et il y a un accident. Donc ça, pareil, ça m'a fait beaucoup penser à Waves, le moment où il se déboîte aussi l'épaule, enfin il se blesse à l'épaule et c'est une blessure assez similaire du coup à celle que Tyler se fait. Et c'est affreux parce que de base, il aurait juste dû avoir une chirurgie plutôt simple. Et en fait, l'opération se passe mal et du coup, il termine dans le coma et il perd beaucoup de ses facultés. Et c'est horrible parce qu'après, on voit une conférence de presse où le père dit oui, il va bientôt retourner sur le ring. Enfin, c'est le frère qui dit ça, mais le père est là pour les regarder, donc on sent que c'est le père qui les force à dire ça, quoi. Et c'est absolument affreux, parce que en tant que spectateur, tu vois le truc et tu dis mais non, à aucun moment il va retourner sur le ring, ça n'a pas de sens, et en plus c'est pas ce qu'il veut. C'est absolument affreux, et du coup, il commet un suicide. Et donc, il ne reste plus que Kevin et Kerry. Kerry, du coup, alors là, c'est assez important. En gros, quand David meurt, pour la personne qui se présentera pour pouvoir avoir le prix du catch que le père veut tant depuis des années, se porte entre Kevin ou Kerry. Pour choisir, le père ne trouve rien de mieux que de faire pile ou face. Voilà, il sort une pièce, il est en mode bon, bah on va choisir comme ça. Kevin, clairement, il le voulait de base parce que c'était un peu son rêve, sauf qu'il le dit plusieurs fois dans le film, au final, il est pas sûr qu'il le voulait vraiment. Peut-être que justement, voilà, c'était l'ambition de son père qu'il voulait satisfaire, il voulait qu'il soit fier de lui, mais à ce moment-là, il le voulait. Et on sent un peu un esprit de compétition là, par contre, qui se bâtit un peu entre les deux parce que Kerry dit non, mais moi aussi je peux le faire. Et du coup, la pièce fait en sorte que ce soit Kerry qui soit choisi. Et il se trouve que c'est qu'il remporte son combat, ça se passe bien, et du coup, il remporte la ceinture que le père veut depuis toujours. Donc en soi, c'est lui qui le rend fier, mais on voit que c'est jamais suffisant en fait. Ça, c'est une réflexion que j'ai eue déjà la première fois quand j'ai vu le film, et je l'ai eue la deuxième fois, et j'arriverai jamais à savoir vraiment si Kerry l'a fait exprès d'avoir son accident en moto ou pas. Parce qu'on sait qu'il était alcoolisé, sauf que le plan nous montre clairement qu'il a vu qu'une voiture arrivait en face. Donc peut-être qu'il a fait ça pour avoir un échappatoire et pour plus avoir l'impression de prendre la place de David ou de Kevin. Peut-être que ça pèse sur ses épaules et de plus subir la pression du père, quoi. Et puis du coup, ça m'a fait penser qu'on voit progressivement la violence des accidents qui touchent la famille parce qu'au début, c'est pas montré concrètement, donc David, on l'apprend après.
Kerry, on le voit sur sa moto et on sent que l'accident il arrive, mais le plan il s'arrête avant l'impact, on voit rien. Par contre, Mike, on le voit, qui prend tous ses médicaments, on sait ce qui va se passer, quoi. Mais quand Kerry meurt finalement, parce qu'il meurt pas tout de suite, en fait, à la suite de cet accident-là, il se fait amputer de la jambe. Et pareil, ce plan est ultra choquant, il te coupe la respiration parce que il te fait sentir que l'accident a eu un impact, parce que déjà au début t'es pas sûr qu'il soit mort. Il y a un cut et après tu le vois qu'il se réveille, donc tu te dis ok il est encore vivant, mais tu vois qu'il a des béquilles et sa jambe elle est tout le temps cachée par quelque chose pendant bien 1 ou 2 minutes quoi. Et après tu vois que il a un moignon et tu te dis waouh, vraiment la pression psychologique que porte le père sur eux a des conséquences de fou quoi. Et du coup, voilà, on a vraiment une partie où tout commence à empirer, ça va de plus en plus vite, de pire en pire. On ressent le désespoir de Kevin qui essaye de faire en sorte de garder ses frères. Du coup, pour Mike, le plus jeune, ça n'a pas fonctionné. Pour David, il était trop loin, il a rien pu faire. Et pour Kerry, c'est horrible parce qu'on voit tout ce qu'il tente de faire. Et il y a un moment, il y a une séquence qui m'a vraiment glacé le sang. Kerry, il appelle Kevin en plein milieu de la nuit pour lui dire qu'il va pas bien du tout. Et jusque-là, c'est bien, il communique, donc c'est sain. Sauf que après, il lui dit qu'il veut en finir. Et je pense qu'on a tous la même réaction que Kevin, en mode mais comment est-ce que tu peux lui dire ça après tout ce qui s'est passé, tout ce que vous avez vécu, que vous avez connu la douleur du suicide d'un de vos frères et perdu un autre, et genre il le menace de recommencer alors qu'il est hyper loin, il peut rien faire de concret pour l'en empêcher, et en plus il raccroche. Donc il le laisse paniquer, et c'est horrible parce que Kevin, son premier réflexe c'est d'appeler son père et lui dire, parce que son père est beaucoup plus proche géographiquement parlant que lui. Du coup, il veut qu'il fasse quelque chose et le père s'en fout complètement. Genre, il l'appelle pour lui dire que Kerry va hyper mal, qu'il a peur qu'il fasse une bêtise. Et il est là en mode non, mais réglez ça entre vous. Ouais, genre ça montre que le père n'en a vraiment pas grand-chose à faire, quoi. Il finit par se suicider aussi, donc c'est vraiment... Enfin, c'est le climax du film, quoi. Tu te dis, mais c'est pas possible, lui aussi. Genre, c'est horrible. Tu te mets à la place de Kevin et tu te dis, il perd tout le monde. En plus, il le dit bien pendant tout le long du film. Lui, en fait, tout ce qu'il veut, c'est même pas faire du catch pour faire du catch, c'est faire du catch pour être avec ses frères. C'est ça qui le rend le plus heureux, quoi. Et tu sens tellement sa détresse. Zac Efron, il m'a vraiment cloué au sol, quoi, parce que je m'attendais pas à avoir une performance aussi dingue que ça, quoi. Et émotionnellement parlant, il est d'une justesse. C'est lui qui m'a fait pleurer, hein. C'est la phrase « j'ai été un frère aussi une fois » qui m'a fait pleurer. Il l'a dit tellement bien, tu vois tellement les larmes qu'il libère enfin... Parce que pleurer, c'est pas être un homme. Tu peux pas être un homme si tu pleures. Et il y a ces deux filles justement qui le rassurent et qui lui disent mais si papa, nous on pleure tout le temps, c'est normal. Et c'est tellement beau. Et justement, quand tu disais tout à l'heure, Sora, que tu trouvais qu'il y avait justement pas de retournement par rapport à la toxicité de la famille, que ça changeait pas, du coup que tout le monde meurt et que le père change pas. Ouais, le père change pas, mais par contre Kevin il change. Kevin il change et il devient pas comme son père. Il accepte ses émotions, il veut absolument pas mettre de pression sur ses enfants. Et donc t'as aussi une scène où Kevin il s'entraîne tout seul, il est sur le ring et il est pas dans le focus, et j'ai trouvé ça trop intéressant cette mise en scène. Et du coup voilà, il se projette entre les deux extrémités plusieurs fois, et peut-être que c'est tiré par les cheveux, mais ça fait très métaphore de son déchirement entre sa famille de sang, donc son père et ses frères, et la famille qu'il a construite, donc sa femme et son fils, parce qu'il y a une petite histoire d'amour voilà, dans le film qui est hyper mignonne. Et voilà, il ose plus s'approcher d'eux parce que voilà, il est terrifié de cette histoire de malédiction. Il s'accroche à ça pour parler des tragédies, pour les expliquer, parce qu'il veut pas accepter que son père soit aussi toxique, parce que c'est vraiment le symbole de la masculinité toxique par excellence, quoi. Et le ring du catch, il symbolise un peu ces deux familles et le fait qu'il sache pas trop comment être présent pour les deux. Il est ballotté entre les deux, la pression de ses responsabilités en tant qu'aîné, mais aussi en tant que mari et en tant que père, quoi. Et là, en fait, j'ai trouvé ça trop beau parce que c'est les enfants qui jouent ce rôle de parents, en fait. C'est eux qui lui apprennent quelque chose, c'est eux qui le rassurent, c'est eux qui lui disent que tout va bien se passer, ils lui disent même que on peut être tes frères aussi. J'ai trouvé ça tellement mignon, genre tellement mignon. Je vais essayer de bien organiser mes pensées parce que pour être totalement honnête, j'ai fini le film ce matin au petit-déj. De manière générale, c'est un film très bien réalisé. J'ai trouvé toutes les performances des actrices incroyables, très crédibles. Même les enfants, ils sont pas là très longtemps, mais justement dans cette séquence finale, je les trouve très très touchants quand ils disent à Kevin qu'ils peuvent être leurs frères.
c'est pas quelque chose qui est très explicite en fait, enfin c'est juste quelque chose qu'on voit, c'est pas quelque chose qu'on nous dit, mais je trouve qu'il y a le corps chez l'athlète, c'est un sujet important, et justement cette exploration du rapport au corps et des... Je sais pas si c'est le bon terme, mais vraiment la corporalité de ce film m'a vraiment marquée. Je me souviens que dès les premiers plans, en fait, moi, j'avais pas vraiment vu... bon, j'ai vu Jeremy Allen White sur les affiches Calvin Klein, mais j'avais pas vu beaucoup... j'avais pas regardé la bande-annonce, j'avais pas vu de photos de Zac Efron après sa transformation physique. Donc, moi, j'avais encore une image de Zac Efron plutôt musclé, mais pas à ce point-là. Et en fait, j'étais très surprise. Et je sais pas pourquoi, une des premières choses qui m'est venue en tête dans les premiers plans où on le voit torse nu, je me suis dit, ça a l'air inconfortable de vivre dans ce corps parce qu'en fait, il est tellement gonflé, tellement musclé, il n'y a aucune place pour la douceur, pour le repos. On voit que son corps, il est vraiment comme un mur. Et je trouve que pour son personnage, ça fait sens aussi. Parce que il y a ce sort de mur qui se crée où on laisse pas rentrer les émotions, on n'a pas le droit au relâchement, on n'a pas le droit au confort, et je trouve que tout a l'air tendu constamment dans son corps et que ça se ressent. Après, pour cette question du corps dur qui est seulement un outil de travail et avec je trouve qu'on le voit aussi justement avec la blessure. On le voit après l'accident et ce moignon. Et on voit, le corps, je trouve, est toujours ramené à la douleur, à la tension. Et en fait, pour moi, c'est vraiment une incarnation extérieure de tout ce qui se passe à l'intérieur. On a parlé de l'utilisation de la musique dans les films plus tôt. Moi, justement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'il n'y a pas une surutilisation de la musique. Je déteste quand j'ai l'impression... surtout sur ce type de film, j'aime pas avoir l'impression qu'on essaie de me manipuler émotionnellement avec la musique, de me faire ressentir les émotions en passant par la musique pour un peu se dédouaner de l'écriture et de la réalisation. Et là, justement, j'ai trouvé que la plupart du temps, dans des séquences qui étaient très importantes, c'était très souvent silencieux, il y avait juste le son in, quoi, mais il y avait pas de musique ajoutée. C'était très rare et j'ai trouvé important ces moments de silence pour que le spectateur s'installe vraiment avec les personnages dans la séquence. Et puis en plus de ça, je trouve ça particulièrement important dans un biopic ou dans un film qui reprend une histoire vraie parce que on se doute bien que quand ces choses-là se sont réellement passées, il n'y avait pas de la musique dans le fond, quoi. C'est contrairement par exemple aux Waves où on peut comprendre des ados qui écoutent beaucoup de musique en voiture dans leur chambre et tout. Là, ça n'aurait pas fait sens dans une famille aussi froide, distante. L'atmosphère était très bien créée et que la musique n'était utilisée que quand c'était nécessaire. Après, moi, j'avoue que j'ai eu beaucoup de mal à connecter émotionnellement jusqu'à la toute fin où on décide de briser les traumas générationnels et les schémas familiaux toxiques. Ça se fait juste très tard et pas avec le personnage du père mais avec celui de Kevin. Mais donc c'est un moment qui m'a fait avoir les larmes aux yeux, mais émotionnellement en fait j'ai pas ressenti beaucoup d'émotions. En fait j'ai regardé le film avec une certaine distance. Je pense qu'il y a deux raisons principales. C'est que je trouve que le nombre de personnages sur une durée de 2 heures, donc c'est pas un film, c'est un film de durée moyenne ou un peu plus élevée, mais il est pas ultra long. Et je trouve que sur cette durée, c'est difficile de bien explorer, de bien approfondir tous les personnages. Il y a 4 frères et les 2 parents qui sont très importants. Et donc, en fait, inévitablement, il y en a qui passent sous la trappe. Et du coup, moi, j'ai seulement réussi à m'attacher à Kevin, ce qui est logique parce que voilà, c'est un peu le personnage central de la fratrie. C'est sur lui qu'on se focalise le plus. Et puis Mike, lui, t'avais pas particulièrement marqué. Moi, justement, j'ai trouvé que on apprenait quand même un peu plus sur lui que sur les autres. On voit sa passion pour la musique, on voit qu'il a des rêves, qu'il a des ambitions en dehors du catch. Et du coup, on a envie de le voir s'émanciper de ce milieu et de réussir. Alors que, par exemple, dans le cas de David et Kerry, j'ai trouvé leur personnage très peu développé.
J'adore Jeremy Allen White et j'ai trouvé que son talent malheureusement a très peu été exploité. Et en fait, je voulais bien évidemment que tous parviennent à s'émanciper de la pression et des obligations de leur père, mais dans le cas de Kevin et Mike, je savais pourquoi. Kevin, ce serait pour qu'il soit heureux à fonder sa famille. Mike, ce serait pour qu'il poursuive son rêve dans la musique. David et Kerry, s'ils n'ont pas le catch, qu'est-ce qu'il leur reste ? Je sais pas, parce que c'est un peu rien de leur personnalité, de leurs ambitions, de ce qu'ils veulent. Et donc, pour cette question des personnages pas assez approfondis, il y a aussi celui de la mère. Je trouve ça dommage qu'elle tombe autant dans le fond. Après, donc, je comprends, j'imagine que voilà, comme il y a ce personnage de père qui prend le dessus sur toute la famille, qui a un peu, qui les gère un peu comme des marionnettes, c'est lui qui prend toutes les décisions. Le personnage est beaucoup dans le fond et très peu développé parce que dans la dynamique familiale, elle joue pas un aussi gros rôle que le père, mais à moins qu'elle soit un personnage aussi terrible moralement que le père, je trouve ça je trouve ça difficile à croire qu'une mère peut voir ses enfants traverser autant de souffrances, être aussi malmenés et ne pas les soutenir. Alors, on pourrait dire qu'elle a peut-être peur de son mari, voilà, c'était quand même un catcheur, elle peut avoir peut-être peur que ça dégénère en violence, mais quand elle se retrouve seule avec ses fils, le fait qu'elle leur apporte pas un soutien émotionnel ou qu'elle soit pas là pour les écouter, je trouve ça peu crédible. Après, donc c'est basé sur une histoire vraie, je sais pas si leur mère était réellement comme ça. Si elle était réellement comme ça, j'aurais aimé que ce soit un peu plus creusé et qu'on comprenne un peu plus pourquoi, comme on a pu le faire avec le père. Il y a très peu de personnages féminins dans ce film. J'ai trouvé ça un peu dommage qu'on n'en sache pas un peu plus parce que quand même ils ont pas des parents divorcés, et donc ça c'est la première chose, les personnages trop peu développés à cause de leur grand nombre qui m'ont un peu empêché de connecter émotionnellement. Et la deuxième chose, c'est que j'ai trouvé que le sujet du deuil était vraiment exploré très peu, assez à la surface, et j'ai trouvé ça dommage parce que c'est quand même un film où il y a 4 frères qui meurent, et tous de manière terrible. C'est pas le sujet du film. C'est sûr, mais même si c'est pas le thème du film, en fait, le deuil, je pense qu'il peut pas ne pas être exploré quand on suit une fratrie et que il meurt, à tour de rôle. Donc je comprends que, le père laisse pas trop de place aux émotions et du coup, on peut pas parler de ce deuil, mais je trouve ça quand même... Mais j'ai un peu du mal à croire à cette famille où tous les enfants meurent et le deuil est à peine présent, quoi. Pour te répondre tout de suite, Sean Dorkin, même dans le making-of du film et dans la promo, a beaucoup vendu The Iron Claw comme une tragédie. Et le film reprend tous les stigmates de la tragédie grecque. C'est une tragédie qui est en 5 actes, avec le premier acte, la montée des personnages. C'est un rise and fall, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais le premier acte, ces personnages qui montent jusqu'à être tous les 3 grands vainqueurs internationaux. Ensuite, 3 actes. Les 4 autres actes qui sont jusqu'à l'acmé, c'est-à-dire le point le plus haut de tout, en fait, la mort du personnage de Jeremy Allen White, mais ensuite il y a la mort de chacun de ses frères. Et du coup, tu te retrouves avec 3 autres actes qui se terminent par littéralement une remontée du Styx sur une barque où on laisse un drachme, qui est en fait une pièce, pour remonter le fleuve des enfers, pour retrouver ses frères, retrouver même le plus jeune qu'on ne connaît pas, et où le dernier acte serait, au contraire d'une vraie tragédie grecque où tout le monde meurt, lui meurt en tant que Von Erich pour revenir en tant que Atkinson, qui est le nom de jeune... De jeunesse du père. On n'a pas de terme en français pour dire nom, parce qu'on ne change pas de nom comme un homme. C'est le nom de la mère, c'est son nom de base, je crois, au père. Je sais plus, c'est assez il me semble que c'est le nom de jeune fille, parce qu'on n'a pas de terme consacré, donc de jeune homme, le nom de jeune homme de son père. Pour ça, moi je trouve que du coup, le fait que le deuil n'est pas permis, c'est parce que le destin qui est dans la narration expliqué comme la malédiction
en fait, prend toute la place et prend complètement le pas et se joue de ces personnages comme, en fait, c'est juste, voilà, ils sont interchangeables. Qu'un meurt, c'est pas grave parce qu'il y en a un autre qui peut mourir à sa place. C'est là aussi où, quand tu parlais de ce plan où le personnage de Kerry est sur sa moto après avoir gagné, c'est aussi moi ce qui me marque dans ce plan, c'est le noir prend toute la place. Et en fait, c'est des personnages qui n'ont eu que pour éclaireur leur père qui leur pavait littéralement la route. Sauf qu'à partir du moment où Kerry gagne, il peut aller où ensuite ? Parce que le rêve du père, ça a toujours été qu'il gagne. Quand on a gagné une fois, qu'est-ce qu'on fait ? Quand on a réussi le but de sa vie, qu'est-ce qui se passe après ? Et dans le film, chez les Von Erich, il ne se passera rien. Tout ce qui ne peut qu'arriver, si on ne s'émancipe pas du père et si on ne s'émancipe pas de ces barrières blanches qui ont l'air proprettes sous tout rapport, personne ne pourra sortir. Et moi, ce que je trouve passionnant dans le film, c'est tous les moments où, pour expliquer cette inextricabilité de la puissance du père et sur ses enfants et la façon dont on va parler de masculinité toxique, c'est la façon dont tout simplement le père prendra toujours jusqu'à la fin du film et le moment où Kevin décide de lui tabasser la gueule. Qu'est-ce que c'est un moment plaisant, mais bref, le père prend toujours beaucoup trop de place à l'écran. C'est-à-dire que le moment où déjà, à chaque fois que les fils ne lui parlent pas en tant que père, ils vont le dire sœur, comme si c'était un chef de guerre. Par exemple, quand Kerry retourne à la maison, la première personne qu'il va voir, c'est le père. Et en fait, il y a une diagonale qui se crée entre le père et Kerry. Alors que dès qu'il voit sa mère puis ses frères, ils sont tous au même niveau dans le plan. Et donc, en fait, forcément, le père prend plus de place. Et il y a autre chose. Quand presque tout le monde est mort sauf Kerry, il y a cette séquence où les deux enfants sont en train de regarder le catch. Et ensuite, et dans le découpage du film, et là, moi, ça m'a assez impressionné au niveau du montage. C'est tout con comme idée, mais ensuite il y a un chant contre chant entre Kevin et son père. Et on ne reverra jamais les enfants. Et on n'entend presque plus le son de la télé. On n'entend que le son du père qui dit « tu ne vas pas vendre le stadium ». Et là, moi, ça me prend, parce que c'est vraiment ce père qui prend plus de place littéralement que la famille. Et Kevin n'arrive pas à laisser encore, parce que le drame, la tragédie n'a pas été assez loin, pour prendre finalement le parti et aller dans ce champ qui est devenu hors champ. Quelque chose qui est complètement laissé de côté à cause du père. Et c'est ça que raconte Sean Dorkin au fond du film, c'est ça qu'il a vraiment envie de raconter. C'est cette histoire tragique de comment est-ce qu'on peut sortir. Et en fait, la façon dont Kevin sort du fatum, sort du destin, sort de la volonté du père, en fait c'est parce qu'il n'a pas de chance. Parce que lui a, et j'ai trouvé ça passionnant parce que j'avais pas vu le truc, mais je vais pas du coup te paraphraser quand tu parles du corps de Zac Efron. C'est vrai que du coup, c'est pas confortable et pourtant il est doux. Et il y a la douceur du personnage de Zac Efron qui est montrée magistralement par le personnage de Pam. Et j'ai une passion pour Lily James alors qu'elle est que dans des projets de merde comme Le Cendrillon de Kenneth Branagh ou Yesterday qui est un film complètement raté. Puis Lily James est toujours impeccable dans tous les films. Lily James dans le film, c'est un personnage féminin qui, même si c'est un film de garçon, moi je trouve que les personnages féminins sont assez intéressants. Bon, ils passeraient pas le test de Bechdel parce que les personnages féminins sont pas suffisamment à l'écran, mais au moins elles ont une scène que moi je trouve passionnante, qui est la mère ne peut plus porter le drap du deuil. Incroyable. Et à ce moment-là, la mère sort, littéralement, parce qu'elle sort de la tragédie en fait. Et c'est le moment juste après où elle décide de repeindre. Et où elle dira à la fin, j'ai pas fait à manger, je suis en train de peindre, j'ai pas faim. Il y a une des premières séquences où Lily James rentre dans la famille, c'est une séquence de repas. Et le père est d'un côté, la mère est de l'autre. Le père va parler de sport, elle va parler d'un ancien père, celui qui jouait de la clarinette classique. Moi, ça me fait pouffer parce que j'ai joué de la clarinette pendant 10 ans, mais il y a quelque chose qui est hyper touchant, c'est qu'elle est toujours attachée à celui qui était sensible, celui qui, finalement, était tous ses fils réunis, celui qui aimait le catch et la musique. Et pourtant, lui, il a décidé d'aller dans une direction pour réussir. Et donc, ce personnage de mère est là, de l'autre côté de la table. Et là, on sent toute la tristesse de ce personnage. Et pourtant, elle l'aime toujours. C'est montré par la scène du mariage, où ils partent tout simplement aller forniquer comme il se doit, si on peut utiliser des mots à peu près scientifiques. Et moi, je trouve que ça, c'est aussi quelque chose qui est assez beau. Et le personnage de Lily James, c'est aussi un personnage qui, pour un personnage féminin, elle a de la poigne, parce que dans les années 80, un personnage qui... Mais moi, ce que je trouve fascinant, c'est la façon dont elle prend toutes les décisions. C'est elle qui va vers lui. Et la scène de soirée où ils sont tous les deux en train de danser, tous les frères sont partis pour le concert du plus jeune, elle est en bleu, lui est en rouge. Et en fait, ils sont tous les deux à l'opposé, et pourtant ils s'attirent.
parce que de base, il ne devrait pas être là. Et elle lui apporte de l'air. Parce que le premier encart, qu'est-ce que c'est ? C'est une scène où le personnage de Zac Efron et elle sont filmés en champ contre champ et où il n'y a pas d'air au-dessus d'eux. Et quand Lily James décide d'aller l'embrasser, d'un coup, il y a de l'air au-dessus d'eux. Parce que d'un coup, les personnages ont de la liberté. Alors que les seuls autres moments de liberté avant, pour le personnage de Kevin, c'est les moments en voiture où ils ne sont qu'entre frères. Et donc, Kerry n'aura jamais ça. Parce que Kerry, lui, est complètement pris par le personnage de son père, qui culmine dans le plan où le personnage de Zac Efron est éliminé par le champion actuel du monde de catch, parce qu'il lui a vraiment tabassé la gueule, et parce qu'il a sorti toute la haine qu'il avait pour son père. Et il y a le champ sur Zac Efron, le contre-champ où on voit Kerry et son père côte à côte, et qu'est-ce qu'on voit dans le reflet du miroir ? Que le père. Kerry est littéralement que le père est en fait un deuxième père. Et c'est pour ça qu'il ne peut que disparaître. Il ne peut que mourir par l'arme lui-même qu'il a offert à son père. Parce que littéralement, il doit tester l'arme. Mais il testera l'arme au prix de plus fort. Et c'est quelque chose qui, en fait, finalement, The Iron Claw raconte ce tragique de l'humain, ce tragique-là. Mais en même temps, il va plus loin que ça. Parce que c'est aussi un film qui parle de catch. C'est un film qui parle brillamment de catch et c'est mis en scène de façon assez intéressante, notamment parce que, du coup, petit truc qu'on apprend dans le making-of, mais dans la salle, il y avait vraiment des supporters de catch. Tous les personnages qu'ils affrontent, c'est des vrais catcheurs. Et surtout, du coup, apparemment, il y avait une atmosphère qui était dingue dans la salle. C'est-à-dire que même quand ça ne tournait pas, ça criait et ça beuglait, quoi. C'est filmé à chaque fois, le catch est filmé 10-15 minutes de catch pour une séquence très belle, où le personnage de Jeremy Allen White s'entraîne et en même temps on les voit sur le ring jusqu'à ce qu'ils gagnent. Et c'est un peu la fin du premier acte, en fait, ce que moi j'appelle le premier acte du film. Et là, d'un coup, en fait, on se retrouve devant un film qui va montrer les coulisses. C'est ce que tu disais, on le voit comment est-ce qu'il prépare les matchs. On voit aussi Kevin qui se reprend 3 fois. Déjà parce que c'est un biopic, donc en fait, c'est un film qui montre les coulisses de l'histoire des Von Erich, où ils ont dû en fait aller chercher les infos à droite à gauche pour pouvoir écrire un scénario. Sean Durkin a eu l'autorisation de Kevin Von Erich raconter son histoire. Il est même très présent en fait à l'écriture du scénario, jusqu'à même en fait être remercié à la fin du film. Et il y a une photo de lui et tous ses petits enfants, ce qui est assez doux. Et c'est là où moi je trouve que The Iron Claw en fait gagne quelque chose, c'est que en parlant de catch, il va aussi parler de cette Amérique qui rentre dans l'ère réganienne. Kevin rentre parce que c'est Ronald Reagan qui a décidé que ils n'iront pas aux Jeux Olympiques. Donc Kevin doit rentrer et paf, inéluctabilité à cause de la politique. Et Reagan, qui est-ce que c'est ? C'est le premier à avoir utilisé le slogan « Make America Great Again ». Dans une Amérique qui est en train de voir revenir Donald Trump dans les années 2023, et en plus, dans ce stadium où il y a le ring, là, un truc qu'on voit, c'est un drapeau américain géant. Ça se passe au Texas, un endroit extrêmement conservateur, et en fait, que fait la politique de Reagan ? C'est faire revenir le conservatisme. Et qu'est-ce que c'est le conservatisme ? C'est tout simplement ce que fait le père, en fait. Et donc, en fait, c'est aussi faire presque une parabole de l'histoire des États-Unis de l'ère réganienne avec l'histoire des Von Erich. Parce que c'est tout simplement une réhabilitation des valeurs patriarcales qui montre que ça fonctionne, parce que les personnages gagnent, donc aux yeux de la société, ça fonctionne. Mais quels sont les dégâts de la politique de Reagan dans les familles ? Et c'est aussi ça que montre finalement Sean Durkin, je trouve, en fait, en racontant son histoire de gros catcheur. Et c'est même, moi après, c'est aussi une petite passion que j'ai, mais j'aime beaucoup Zac Efron en tant qu'acteur, parce que déjà on tombe tous amoureux, je pense, de lui dans la trilogie High School Musical. Mais ensuite, il n'a fait que essayer de se réinventer, parce qu'après, c'était le Disney Boy. Ok, donc il a fait un film qui s'appelle Paperboy, avec Nicole Kidman, qui passe à Cannes, qui est un thriller, juste il est tout le temps en slip, qui est pas très intéressant. Mais ensuite, en fait, il se réinvente dans les années 2010, avec la comédie américaine un peu beauf, avec Nos Pires Voisins, les Dirty Papi, etc. Bon, c'est pas des grands films, ils sont un peu sympas à regarder, ils sont rigolos, ça fait passer un bon dimanche soir. Et là, il arrive avec The Iron Claw, dans un registre qu'on n'attendait pas, qui était le drame. C'est assez intéressant en fait de voir un Zac Efron arriver à ce genre de rôle et nous raconter finalement en fait l'histoire d'un
de quelqu'un qui a été complètement détruit par un système de spectacle, parce que le ring devient finalement, il représente aussi bien le piège que tend le père à ses enfants, que finalement une société du spectacle qui est théorisée par Guy Debord comme les individus sont médiés par les images, enfin bref, mais où dans une société qui ne regarde plus que le spectacle, qui ne réagit et où l'on ne gagne que parce que l'on est célèbre, qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça raconte ? Et c'est pour ça que moi je trouve qu'avoir cast Zac Efron dans ce rôle-là, c'est un peu un coup de génie, parce que ça nous fait aussi en même temps réfléchir sur sa propre carrière, mais aussi à plus haut niveau, comment Hollywood détruit ses acteurs et ses talents. Parce que c'est finalement aussi un film qui ne fait que parler de cinéma. Et quand tu parlais de la corporalité, c'est filmé en 35 mm, c'est de la pellicule, ça se sent, ça se voit, c'est suintant, ça pue. Et c'est un monde qui va de toute façon laisser mourir ses talents en les mettant sous pression. C'est ce qu'a vécu Judy Garland avec Le Magicien d'Oz, c'est ce qu'a vécu tellement d'acteurs. On en connaît tellement des actrices qui ont eu des disaster stories parce que le système les a broyés. Et c'est là où je te rejoins complètement. La scène où ils prennent de la drogue tous ensemble et où ils se droguent aussi dans le bar alors que c'est un moment qui est supposé être de la liberté. En fait, ils sont en train de se détruire et ils sont en train de se tuer. Et c'est tout ça à cause d'un système, aussi bien politique que la structure dans laquelle ils travaillent, que familiale. Et du coup, ils jouent un peu sur tous ces niveaux-là. Et c'est en ça que je trouve que The Iron Claw est hyper intéressant. Du coup, je vais rendre la parole à Marion pour un dernier mot sur le film, pour qu'on ait le temps d'aborder le dernier film de ce podcast. Je vais essayer d'être concise, il y a encore 2-3 trucs que j'ai envie de dire. Déjà, j'adore vous écouter parler du film et de vos interprétations, c'est tellement intéressant, j'ai appris plein de trucs. Et ouais, franchement, déjà, Pierre, je te rejoins sur pas mal de trucs. Le symbolisme de l'Amérique omniprésent dans le sport, ça m'a beaucoup fait penser à Rocky, que j'ai vu très récemment pour la première fois, que j'ai absolument adoré, j'aurais pas cru, mais voilà, j'ai beaucoup aimé le film, c'est pas le sujet, mais voilà. Et voilà, le sport de combat est mis au centre, c'est la thématique centrale. Et ce qui est trop intéressant avec ce genre de film, c'est que en fait, tu t'attaches aux combattants parce que c'est tellement plus que des combats, il y a tellement d'enjeux derrière. Ils y mettent tellement toute leur rage de vaincre dans tous leurs mouvements et c'est ultra touchant parce que ça accentue ton application dans l'issue des combats. Et dans Rocky, justement, tu disais qu'il y avait dans The Iron Claw, il y a un énorme drapeau américain au centre du ring. Dans Rocky, c'est pareil, c'est exactement la même chose. Mais quand The Iron Claw vient parler de la façon dont l'Amérique dont l'Amérique de Reagan, notamment, influence les relations de la famille, et comment finalement le conservatisme n'est que voué à l'échec et n'est que voué à la dissolution et à la tragédie, Rocky est un symbole de l'Amérique. Mm-hmm. Et de cette Amérique de la working class. Ah oui, bien sûr, ça prend son et du jean, quoi, qui est complètement différent d'Iron Claw. Et c'est là où moi je trouve que Sean Durkin prend quand même aussi acte de l'histoire du cinéma et propose un contre-pied de cet affrontement de l'URSS avec le personnage de Kerry notamment. C'est pour ça que je trouve qu'il est peu développé et c'est intéressant parce que déjà c'est une page blanche parce qu'il est le père mais en plus jeune, et aussi parce que c'est finalement ce personnage qui est complètement n'a aucune ambition et n'a plus d'ambition à part uniquement être ce que son père veut de lui. Et c'est pour ça que c'est intéressant qu'il soit pas du tout développé. Là, je disais ça parce que voilà, il reprend les codes du film très très célèbre et tout. Mais c'est un film de sport. Voilà, c'est ça. Mais ouais, ça m'a rappelé en tout cas le roller coaster émotionnel que ça procure. Et puis là, bien plus encore, parce que voilà, c'est effectivement une tragédie. D'ailleurs, ça m'a fait sourire que tu le relèves parce que j'en étais sûre. Moi, c'est un truc que j'étais trop contente de voir pendant mon deuxième visionnage, parce que dans le premier, j'étais trop occupée à pleurer en mode « Oh non, Kerry est mort, Kevin se retrouve seul, c'est affreux, c'est le pire qui pouvait arriver. » Mais justement... Quand Kerry prend le bateau, effectivement, tu l'as dit, il y a clairement une référence à la mythologie grecque, voilà, au passage à la traversée du Styx pour arriver aux enfers, et donc il dépose une pièce qui est clairement celle que tu as besoin pour payer ta traversée avec Chiron. Mais du coup, voilà, il a besoin de ça pour pouvoir passer dans le pays des morts, le pays d'Hadès, mais... ce que j'ai réalisé, c'est qu'on pouvait en fait avoir complètement une double lecture de ça, parce que la pièce, c'est pas n'importe quelle pièce en fait. C'est complètement la pièce que le père a utilisée pour faire le pile ou face. Donc c'est complètement la pièce qui a changé le destin de Kerry, qui a fait qu'il se retrouve là en fait, qui a fait qu'il a eu son accident après sa victoire. Donc en un sens, c'est cette pièce-là qui a décidé du destin de ce personnage-là.
Et c'est à la suite de cette victoire-là qu'il a perdu sa jambe dans l'accident. Donc on peut en voir là-dedans, je pense, le fait qu'il pose cette pièce, il laisse derrière lui toute la pression que son père a mis sur lui. Il abandonne tout ça, il abandonne le catch et il veut juste retrouver ses frères. Il retrouve le principal et j'ai trouvé ça tellement, tellement beau. Et puis après, ça cut et ça retombe du coup sur un plan de Kevin qui est dévasté et c'est horrible parce que du coup, voilà, Zac Efron, il joue très très bien, je trouve, ce syndrome. Il a ce syndrome de l'aîné, même si c'est pas vraiment l'aîné, voilà, où t'as cette pulsion un peu de protection que t'as envers tes petits frères ou tes petites sœurs, que ça tronche petit à petit si t'arrives pas à les gérer et que c'est affreux quand tu réussis pas à les protéger parce que la culpabilité, elle explose et là, on le voit super bien. Donc voilà, j'ai trouvé ça trop intéressant. Et puis pour terminer, juste pour rebondir sur un des arguments de Sora, par rapport à la musique, effectivement, il y en a peu, mais il y avait une des scènes qui m'avait beaucoup, beaucoup marquée, c'était celle du mariage, parce que tu passes d'une pression omniprésente à ce moment, voilà, de bouffée d'air, un peu comme dans Waves, encore une fois, où là, ils dansent tous ensemble, c'est trop mignon, t'es en mode, ok, peut-être qu'ils vont enfin connaître le bonheur, c'est cool, et ils dansent sur Begin. Et du coup, est-ce que tu pourrais pas y voir là un peu une plainte indicible des 4 frères, justement, qui supplient leur père de devenir la version dont leur mère leur a parlé. Cet homme doux qui jouait de la musique et qui était pas manipulateur comme ça, qui était pas focus complètement sur la victoire en permanence. J'aurais eu encore plus de trucs à dire, mais voilà, on va s'arrêter là. Mais c'est vraiment un très beau film et c'est incroyable. C'est ça le but du film, je trouve. Vous l'aurez compris, on vous invite chaleureusement à découvrir The Iron Claw pour vous faire votre propre avis. Il est disponible en VOD et en Blu-ray distribué par Metropolitan. Et tout de suite, après avoir parlé Beau Sleep ainsi que Incroyable Cap et Gros Muscles, on va parler de Corps qui pète et de Quête de sens avec Swiss Army Man, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Schneider, sorti en 2016. You know, I'd always hoped that right before I died, my life would flash before my eyes and I would see wonderful things. But as I was hanging up there, I didn't really see much of anything. But I did see you. This is crazy. I thought you were dead. Am I dead? I don't think so. You're talking. Hi. You're special. I'm special. You're like the multi-purpose tool guy. And that's why I need you to help me get home. You want to go home so you can have love. But you ran away because nobody loves you. Shut up! You can't just say everything that comes into your head. That's bad talking. Oh. Swiss Army Man, réalisé par Daniel Kwan et Daniel Schneider et sorti en 2016, raconte l'histoire de Hank, interprété par Paul Dano, qui, au moment où il va se suicider alors qu'il est perdu seul sur une île, voit un corps sans vie, un mort, interprété par Daniel Radcliffe, qui est en fait un zombie qui va le sauver grâce à un pouvoir magique. Effectivement, il va péter pour le sortir de cette île. Sur ce plot complètement loufoque, c'est le film dont j'ai choisi de parler, parce que déjà il est réalisé par les Daniels. Les Daniels, on en a énormément, mais quand je dis énormément, c'est énormément entendu parler en 2022, et surtout pendant les Oscars 2023, parce que ce sont les réalisateurs de Everything Everywhere All at Once, un titre pas du tout trop long pour un film tout aussi exceptionnel. Parce que, effectivement, les Daniels ont un peu cette idée-là, cette envie de faire un cinéma qui soit populaire. Ce sont des réalisateurs qui aiment le fastueux, qui aiment la citation. Ils vont aussi bien chez les sœurs Wachowski que dans du cinéma japonais et coréen d'auteurs. C'est des auteurs qui sont complètement fous dans leur façon de faire du montage, parce que par exemple Everything Everywhere All at Once est monté sur Premiere. Mais avant Everything Everywhere, il y avait Swiss Army Man. Et Swiss Army Man commence avec une photo qui est complètement bleutée. Quelque chose qui... Vraiment l'histoire d'un mec qui est sur le point de se suicider parce qu'il est complètement tout seul sur une île. Une île qui est faite en CGI, qui est pas très belle. Et là, il y a le contre-champ un peu étrange où on voit Daniel Radcliffe qui, depuis la fin d'Harry Potter, essaye de se réinventer. On voit un Paul Dano qui est connu de Little Miss Sunshine
on voit ce Paul Dano qui, finalement, n'a plus envie de mourir. Et d'un coup, va couper la corde pour trouver un autre mort, et va donc essayer de se suicider. Et là, d'un coup, il va se rendre compte que le corps, il pète suffisamment pour le sauver. Et là, moi, je pleure et je ris en même temps. Parce que je trouve que c'est formidable. Et se lance alors un film qui est... on a tous eu ces moments où on se sentait complètement esseulé. Et c'est un film sur l'esseulement dans une société surconnectée. C'est un film sur un mec qui est assis dans un bus et qui voit une nana tous les jours. Il est tellement seul qu'il a l'impression d'en tomber amoureux alors qu'il ne la connaît pas. Il est amoureux d'une image. Une société dans laquelle l'image prime avant la personnalité. Et là, il rencontre ce cadavre qui va reprendre vie grâce à l'amour, qui va développer des compétences qui sont finalement l'air, le feu, la terre et l'eau. Donc les 4 éléments où littéralement en fait c'est un zombie, c'est un mort qui va être capable de merveilles parce qu'il va accepter d'être bizarre, parce qu'il va accepter d'être lui-même. Et là, en fait, dans cette espèce de quête assez étrange où le personnage de Paul Dano va apprendre à manier, littéralement c'est le nom d'un personnage qu'on pourrait qualifier de... Voilà, c'est l'homme à tout faire, manie très souvent dans la fiction américaine. Manier ses outils. Exactement, je pensais à ça. C'est aussi un super mammouth. Mais c'est un nom un peu passe-partout, c'est un peu n'importe qui. Et pourtant, il va accepter le fait, effectivement, il pèse, il est bizarre. Mais il accepte sa différence. Et le personnage de Paul Dano va finalement, en fait, ne faire que remonter la pente, remonter dans cette forêt impressionnante. D'un coup, le film, en fait, gagne en portée métaphorique. Parce qu'avec tous ces gros plans, avec toutes ces attentions aux détails, avec tout ce besoin, finalement, de raconter un personnage qui est tellement perdu qu'il ne voit plus la beauté du monde, qui ne voit plus la beauté de prendre le bus, regarder par la fenêtre, toucher la main d'une personne. Parce qu'il est tellement seul qu'il ne peut plus toucher quelqu'un. En fait, il va juste sortir de la dépression. Et c'est un film qui est complètement dépressif, mais qui rappelle, finalement, qu'un jour... Peut-être, parce qu'on est résilient, est-ce que ça fait partie de nous ? Est-ce que c'est réel ? Parce qu'il y a toute cette question aussi de... Est-ce que le corps de Daniel Radcliffe est vraiment vivant ? Ou est-ce que c'est faux ? Parce que tout ne se passe qu'avec des chants et des contre-chants. Tout n'est que dans une perspective ou une autre. Est-ce que finalement, c'est pas en nous aussi ? Est-ce qu'on n'est pas capable de remonter et de sortir de la forêt pour finalement arriver dans cette société qui va de toute façon nous juger, qui va nous regarder très mal ? Et c'est là où le dernier plan, il peut être assez bizarre. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que tout le monde est complètement fou ? Et là, on voit en fait plein de réactions différentes. Une qui dit what the fuck, un qui est impressionné, un qui rigole, une qui est complètement dépassée par les événements, qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette connerie ? Il y a un mec qui pète et on est en train de le filmer pour le mettre aux news. Finalement, est-ce que ce serait pas ça en fait ? Vraiment s'accepter, c'est accepter que on est bizarre, on est humain. Et tout est résumé par le personnage de Daniel Radcliffe qui, de toute façon, en fait, redécouvre la vie puisqu'il a oublié sa vie d'avant. What's life? What is this? No, I'm not talking about the automobile. I'm talking about life. What's life? Et où, finalement, c'est lui-même qui va trouver la réponse, parce que la réponse est en lui depuis le début. Peut-être qu'on est tous des merdes. Peut-être qu'on est tous dans la merde. Mais au moins, on peut l'être ensemble. Et on peut l'être avec les gens qu'on aime et les gens qu'on apprécie. Et c'est un film qui, juste, raconter ça. Dans sa petite heure et demie, un peu sur la forme d'un musical, parce que tout est chanté par Paul Dano et Daniel Radcliffe. Toute la musique, c'est uniquement a cappella, donc c'est encore plus une possibilité que ce soit que dans la tête du personnage de Paul Dano, et donc que c'est un cheminement intérieur. Voilà, moi je vais laisser la parole à Marion, parce que Sora, t'as pas eu le temps de voir le film, mais moi c'est un film qui me touche énormément, qui, finalement c'est un film sur l'esseulement et le bizarre, qui raconte l'histoire d'un type tellement esseulé qui retrouve morbidement le goût de la vie et dont la poésie arrive par le dégueulasse. Parce que c'est pas quelque chose qui est socialement admis de péter, c'est pas quelque chose qui est socialement admis de boire la baffe de quelqu'un d'autre. Mais après tout, si on aime les gens, en fait on va laisser passer ces petites choses-là. Et moi je trouve ça vraiment magnifique. Mais toi Marion, je crois que t'as des petites pincettes sur le film. Tes arguments sont très convaincants. Je comprends
je comprends j'allais dire la hype. je comprends pourquoi tu as aimé. Pour le coup, c'est une dénonciation de la société qui est vraiment ultra originale et qui est très bien interprétée. Ça, c'est ce que j'ai écrit. Par contre, effectivement, c'était pas trop ma cam, mais on peut pas enlever à Daniel Radcliffe qui joue extrêmement bien le cadavre. Même si on n'est pas sûr à 100% qu'il soit mort ou pas, voilà. On n'a jamais vu un cadavre être aussi bien joué. Ah, vraiment, vraiment. On n'a jamais vu un cadavre aussi vivant, quoi. Ah, mais carrément, c'est très bien dit. Mais ouais, effectivement, ça part extrêmement loin dans le délire. Et ça fait exprès pour nous faire nous sentir un peu mal à l'aise et tout. Du coup, j'avoue, c'est pas ultra ma cam. Mais effectivement, il y a quelques scènes qui m'ont pas mal marqué. La scène où ils refont le décor du bus, je l'ai trouvé trop mimi. Et même les décors sont sympas. Je savais pas du tout que l'île était full CGI. Bah, moi, c'est ce que je pense. Mais en tout cas, il y a grave moyen. Pour moi, elle est faite soit en papier mâché, ils l'ont filmé comme ça, ils l'ont rajouté en fond vert, soit elle est faite en CGI. Mais en tout cas, c'est pas une île véridique. En soi, oui, make sense. C'est juste que j'y ai pas du tout pensé en regardant le film. La citation m'a fait vachement rire, où Paul Dano dit « Si tu ne connais pas Jurassic Park, tu ne connais rien. » Ok, c'est un peu drôle. Après, le dialogue où il parle de ce qu'il pourrait faire s'il restait sur l'île, c'est trop mignon, ça par contre j'ai trouvé en mode on pourrait monter un groupe, on pourrait faire ci, on pourrait faire ça, quand ils sont allongés dans la forêt et qu'ils regardent les étoiles. Ça montre vraiment qu'ils reviennent en enfance, ils s'émerveillent sur des rêves qui se réaliseront probablement pas. Mais l'espoir les aide à s'accrocher et c'est sympa. Et je comprends le truc de la métaphore de la différence et tout, j'ai trouvé ça pas mal. C'est bien exécuté, hein. C'est juste que voilà, tout le truc autour de... tout ce qui est dégueulasse, mis vraiment en scène, c'est vraiment la thématique centrale du film. Je comprends pourquoi est-ce que ça a été fait comme ça, c'est juste pas trop ma cam, encore une fois. Et effectivement, par contre, le jeu d'acteur, excellent. Ils sont vraiment trop forts tous les deux, et Paul Dano, je l'aime, il est trop fort. Je trouve qu'il y a une simplicité de la mise en scène. Pourtant, il y a beaucoup de cuts, c'est un peu comme Everything Everywhere, quoi. On voit les prémices de leur mise en scène hyper funky, qui va très très loin, qui va très très vite, avec beaucoup de cuts, beaucoup de plans. Mais pourtant, là, il y a cette envie aussi de laisser durer les choses. Il y a notamment la séquence où ils refont un bus. En fait, après, ils vont regarder des films. Ils refont des films avec des figures d'ombre. Et pourtant, quand on pourrait se dire qu'ils sont plus ou moins dans la caverne de Platon, où en fait ils ne regardent que des images et ils ne regardent plus la réalité en face, parce que le personnage est en train de tomber, en fait c'est ce qui lui permet de s'accrocher, c'est la fiction. C'est la fiction qu'on se crée nous-mêmes pour accepter la réalité du quotidien, accepter les difficultés de ce qui se passe autour de nous. Parce que, en fait, parfois on a peut-être juste besoin d'un ami, on a peut-être juste besoin de parler à quelqu'un. Et ouais, c'est juste moi c'est un film qui fait beaucoup de bien à chaque fois que je le vois, parce que c'est un film qui fait toujours énormément rire, en même temps qui fait quand même beaucoup pleurer, parce que en fait ils arrivent à trouver la poétique du dégueulasse, qui, moi c'est un sujet qui me fait toujours un peu marrer, de voir comment est-ce qu'on peut s'emparer du bas corporel pour en faire quelque chose de poétique. Ouais, derrière Swiss Army Man, en fait il y a aussi une envie de partage, et qui est immense. Ouais, c'est ce qui me fait me dire que le film est très grand, parce que c'est vraiment juste partager, être ensemble, qui permettent d'avancer et d'aller mieux. Et parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Alors, moi, j'ai pas vu le film, mais du coup, vous entendre en parler, ça m'a donné encore plus envie de le voir. J'avais déjà très envie, mais là, davantage, parce que je peux comprendre que quelque chose avec du dégueulasse et tout, ça puisse déranger des personnes. Moi, plus c'est chelou et un peu dérangé et un peu bizarre, plus j'aime. Et vraiment, tous les sujets que le film aborde, de ce que j'ai entendu, ça me parle beaucoup. Et donc, merci pour ces très bons retours. Voilà, très convaincant. Et si vous avez envie uniquement de vous écouter la BO, moi je la trouve exceptionnelle, notamment parce que la BO reprend If it hadn't been for Curtin Eye Joe, I'd be married a long time ago. Sauf que de base, c'est un truc un peu funky qu'on met dans les soirées, quoi. Et là, c'est tourné en une espèce de chanson de mélodrame, complètement triste, complètement dézingué. Et c'est là aussi où on voit le désaxement de ces personnages, le désaxement qu'il a par rapport à la société, parce qu'il est complètement à côté. Il est complètement en dehors. Il est complètement sorti de ce monde-là. Et du coup, ça crée quelque chose qui est assez passionnant aussi, parce que ça participe
à cette sortie complète de la route. Alors que la forêt est derrière la personne qui était en train de stalker, le mec est quand même bizarre. En fait, le chemin intérieur est tellement plus beau et tellement plus long. Peut-être que parfois on a juste besoin d'être dans nos têtes pour pouvoir en sortir. Ça fait, voilà, moi je vais vous laisser là, je vais vous conseiller de regarder le film, vous l'aurez compris, on vous invite chaleureusement à découvrir le film. Il est disponible sur Prime Video, ainsi que en VOD et malheureusement pas en Blu-ray parce qu'il est plus édité par Metropolitan, parce que encore une fois, A24 a les droits, mais vous pouvez toujours trouver des copies allemandes qui sont très très bien avec des super bonus. Voilà. C'est la fin de ce podcast. On espère que vous avez apprécié le moment, que vous vous êtes amusé, que vous avez eu envie de regarder des films. Et j'espère que ça vous a plu. Comment ça s'est passé pour vous les filles ? Moi, c'était cool comme expérience, comme première expérience de podcast. Que j'ai surtout adoré, c'était vous écouter. C'est vraiment fou en fait de voir juste les différents points de vue. Et vous êtes tous les deux très éloquents. Et j'aime beaucoup en fait votre manière de partager vos points de vue. Mais du coup voilà, juste merci pour ce moment, c'était passionnant de vous écouter et j'ai très hâte de regarder Swiss Army Man. Et dans quelques temps, j'aimerais bien aussi, je suis adepte de revoir des films et j'aimerais beaucoup revoir Iron Claw en ayant tous vos points de vue en tête. Voilà. J'ai adoré aussi, c'était vraiment incroyable de vous écouter, j'aime trop discuter avec vous de films, c'est trop sympa. C'était la première fois en plus qu'on faisait un podcast ensemble, je saurais, c'était trop bien. Moi c'était seulement mon 2e podcast, mais j'aime trop parler de films avec Pierre, ça c'est trop cool. Et ouais, en plus ça fait découvrir des films parce que Swiss Army Man, franchement je l'avais vu au collège, c'est le premier film A24 que j'ai vu, soit celui-là, soit Moonlight, je me rappelle plus mais ça se joue entre les deux. Et c'est cool de le voir avec un nouveau point de vue. Et puis Sora, tu m'as fait découvrir un film que j'ai adoré parce que Wave, pareil que Pierre, je l'aurais sûrement jamais vu sinon, j'en avais pas entendu parler et j'ai vraiment beaucoup aimé, donc merci pour ça. Pour conclure ce podcast, on espère que vous aurez apprécié, vous l'aurez compris, A24 est un studio protéiforme avec des histoires très différentes mais qui ont toujours un peu cette esthétique Sundance et autorisante qu'on apprécie bien. Et si vous avez envie de découvrir d'autres films, on vous invite à écouter les autres C'est quoi ton film ? Et si vous avez envie tout simplement d'écouter d'autres podcasts créés par des étudiants et des étudiantes, écoutez les autres podcasts Télé Sorbonne, il n'y a rien de mieux. Et après, pour conclure, regardez des films et à la prochaine. Salut! Je vous en prie, restez concentrés.